Bonjour chers élèves, alors dans cette vidéo nous allons voir le chapitre 4 de la boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Alors avant de voir le contenu de ce chapitre, j'aimerais bien faire avec vous un petit rappel concernant les événements dans ce roman. Alors nous avons déjà dit auparavant que l'action dans cette histoire ou bien dans ce roman autobiographique se passe en 3 saisons. C'est-à-dire vous avez l'histoire qui est répartie en 3 saisons. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, l'action ou bien les événements se passent en hiver. Ensuite, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, les événements se passent pendant le printemps. Puis vous avez finalement du chapitre 8 jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire le chapitre 12, les événements se passent en été. Alors, qu'est-ce qu'on a au juste comme contenu dans ce chapitre 4? Donc là, j'ai essayé de résumer ou bien de vous présenter le contenu de ce chapitre-là sous forme d'idées. Donc vous avez d'abord le narrateur et sa mère étaient invités chez Lalla Aïcha, une ancienne amie de la mère du narrateur. Ensuite, vous avez les préparatifs de Lalla Aïcha, plutôt de Lalla Zoubida, c'est-à-dire la mère du narrateur, avant d'aller chez Lalla Aïcha. Donc là, vous avez entre parenthèses préparatifs liés aux traditions marocaines, c'est-à-dire là, il est question d'une mise en valeur de certaines traditions de la société marocaine, c'est-à-dire avant d'aller chez les gens, on a l'habitude de prendre avec nous, si vous voulez, des choses comme des gâteaux par exemple, du sucre, etc. Donc là, dans ce passage justement, on met en valeur ces traditions-là de notre société. Ensuite, une fois arrivé chez Lalla Aïcha, le narrateur s'attarde sur la description de sa maison. Donc là, le narrateur était impressionné par la propreté et l'ordre de la maison de Lalla Aïcha et vous avez donc l'insertion d'un passage descriptif dans le récit. Donc on appelle ça une pause descriptive, c'est-à-dire au niveau de l'action, il y a ralentissement, il y a plutôt arrêt, c'est-à-dire il n'y a plus d'événement, mais plutôt on fait une pause pour mettre en valeur par exemple un lieu ou bien un personnage, etc. Donc là, vous avez une pause descriptive, c'est-à-dire l'insertion de la description dans le récit, et cette pause permet de ralentir le rythme du récit, c'est-à-dire ralentir dans le sens de on raconte plus, vous n'avez plus le récit, mais plutôt vous avez la description, c'est-à-dire il n'y a pas évolution au niveau de l'action. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il y a une pause. Puis vous avez, cette description est faite selon le point de vue d'un narrateur personnage. Il s'agit donc d'un point de vue interne ou d'une focalisation interne. Qu'est-ce que ça signifie? Donc là, il y a 3 façons de raconter, ou bien vous avez 3 focalisations ou bien 3 points de vue. Donc là, quand il s'agit d'un personnage qui est en même temps le narrateur, un personnage narrateur, donc là on parle de point de vue interne. C'est-à-dire, vous avez un personnage qui fait partie des personnages de l'histoire, qui fait partie des personnages qui font l'action, et la description est faite selon le point de vue de ce personnage. Parfois, on peut avoir un narrateur qui n'est pas le personnage, c'est-à-dire il prend ses distances vis-à-vis du texte. Donc, quand on se trouve dans ce genre de situation, on parle plutôt de focalisation externe. Puis, vous avez aussi la focalisation zéro, ou bien le point de vue omniscient, c'est-à-dire quand on a un narrateur qui sait tout des personnages, il sait leurs pensées, leurs sentiments, aussi bien que leur passé, leur avenir, leurs désirs, si vous voulez, etc. C'est-à-dire, il est question d'un narrateur personnage qui sait absolument tout des autres personnages. Alors là, il est question d'un point de vue, comme nous l'avons dit tout à l'heure, interne, puisqu'il s'agit d'un narrateur qui est en même temps le descripteur, c'est-à-dire celui qui décrit, et la description est faite selon le point de vue de ce personnage. C'est lui qui voit, et donc c'est lui qui nous rapporte ce qu'il voit. Donc là, nous avons ce texte-là, c'est-à-dire un petit passage qui est tiré toujours de ce chapitre, dans lequel il nous met en valeur la maison de Lalla Aïcha. Donc nous avons dit tout à l'heure que le narrateur était fasciné par la maison, par la propreté, par la netteté de cette maison, et donc vous avez sa description. Donc là, Lalla Aïcha habitait dans l'impasse de Zanqat al-Hajjama, une maison avec une porte basse
Cette maison rappelait par certains côtés Lala Aïcha elle-même. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une petite ou bien une attitude guindée et une distinction désuète. Donc là, Lala Aïcha occupait 2 pièces de petite dimension au 2e étage, un balcon donnant sur le patio, garni d'une balustrade en fer forgé, conduisait à la pièce principale. L'autre chambre s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer les provisions d'hiver. Lala Aïcha y faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait 2 fenêtres, l'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée de quartier. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez 2 parties dans ce passage descriptif. Pourquoi? Parce que vous avez le narrateur dans un premier lieu qui nous décrit ce qu'il voit, c'est-à-dire sans expression de sentiment, il décrit juste ce qu'il voit. Puis vous avez des mots qui sont écrits en rouge, ce sont des mots qui permettent de localiser, de situer les chambres si vous voulez, ou bien ce qu'il y a dans la maison, les uns par rapport aux autres. Donc là vous avez par exemple un balcon donnant sur le patio, ce balcon conduisait à la pièce principale, chambre s'ouvrait directement, puis vous avez la grande pièce s'ouvrait sur le patio, l'autre sur les terrasses. Donc là, vous avez les mots qui sont écrits en rouge. Ce sont des mots qui permettent de localiser, d'indiquer le lieu, ou bien de localiser justement les pièces de la maison, ou bien les chambres de la maison les unes par rapport aux autres. Puis vous avez les mots qui sont en bleu, ce sont les éléments qui sont décrits. Ensuite, vous avez une deuxième partie. Donc là, c'est plutôt une description expressive, c'est-à-dire vous avez un narrateur et un descripteur qui met en valeur ce qu'il voit par rapport à la première partie qui est plutôt neutre, c'est-à-dire il décrit juste ce qu'il voit, là avec une expression ou bien il exprime des sentiments dans la mesure où nous avons dit tout à l'heure qu'il était émerveillé par la propreté de cette maison. Donc là vous avez cette chambre 2 fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. Des cretonnes à grand ramage couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés de petits points enveloppés dans une légère soierie transparente s'amoncelaient çà et là. Le mur s'ornait de grandes étagères peintes, garnies de bois ou bien de bols de faïence européenne, d'assiettes décorées de roses dodues, de verres en forme de gobelets, une pendule en bois foncé, riche en sculptures, clochetons et pendentifs, occupait sur le mur la place d'honneur. Donc là, vous avez des mots qui sont marqués par le fluorescent vert. Donc là, ce sont des mots qui permettent de décrire, qui permettent de mettre en valeur le lieu décrit qui est la maison. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, là, vous avez dans un deuxième lieu, ou bien dans la deuxième partie de cette description, une description qui est plutôt expressive, une description valorisante. Là, donc là, on récapitule un petit peu ce qu'on a dit. Dans ce passage descriptif, nous avons 2 types de description. Neutre, on donne juste des informations au début, c'est le début du texte. Donc, du début jusqu'au mot mosquée de quartier et orienté. Donc là, vous avez expressive, c'est-à-dire le début, vous avez une description neutre, puis vous avez une description expressive à partir du mot cette chambre 2 fois plus longue jusqu'à la fin du texte. Donc le narrateur met en valeur le lieu décrit. Dans cette description, on passe du général au particulier. Donc là, on vous présente la maison de manière générale, puis ensuite, on passe au détail, c'est-à-dire on vous donne plus de précision à propos des chambres, à propos du balcon ou bien tout ce qu'on peut voir à l'intérieur de la maison. Puis vous avez ensuite comme information toujours dans ce chapitre 4, après les formalités de politesse et les rituels du thé, les 2 femmes mènent une longue discussion sur les gens et leurs voisines, c'est-à-dire elles commencent tout simplement à parler des gens, à parler des autres voisines. Les voisines bien sûr de Dar Chouafa.
Donc, puis vous avez le récit de la mésaventure de Moulay el-Harbi avec son associé Abdelkader. Ce dernier a arnaqué Moulay el-Harbi, son maître qu'il avait accueilli et aidé. Donc là, Lalla Aïcha, bien sûr, va raconter la mésaventure parce qu'à un certain moment de l'histoire, pendant que les deux femmes étaient en train de parler, il va y avoir Moulay el-Harbi qui va entrer. Il va entrer et va raconter à sa femme, c'est-à-dire à Lalla Aïcha, son problème avec Abdelkader. Bien sûr, là, si vous voulez avoir plus de détails, il faut lire tout simplement cette partie-là qui correspond à ce récit-là. Et par la suite, Lalla Aïcha va rejoindre la mère du narrateur pour lui raconter cette mésaventure, c'est-à-dire tout simplement l'aventure de son mari qui a été arnaqué par son associé Abdelkader. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ce chapitre? Donc, à travers ce chapitre, l'écrivain met en valeur la femme marocaine qui est présentée négativement dans l'œuvre ou bien dans le roman. Elle est la femme superstitieuse, elle fréquente les chouafettes, les voyantes, elle est marabout, les frais, elle est bavarde, la Zoubida tient tient chaque soir à faire le bilan des événements de toute la journée à son mari, le père du narrateur. Puis vous avez le narrateur affirme que son père prie beaucoup et parle peu, alors que sa mère prie peu et parle beaucoup. La femme est une bonne comédienne qui joue des scènes devant ses voisines pour se moquer des gens, puis elle ne garde pas le secret. Lalla Zoubida qui a raconté les secrets de Lalla Aïcha, son amie, et de son mari qui a été arnaqué par son associé Abdelkader. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, ce qu'on peut déduire de la lecture de ce troisième chapitre, c'est que l'écrivain essaie de nous présenter la femme marocaine. Et là, vous avez plutôt une image négative de la femme marocaine. Et vous avez des mots qui sont marqués par le fluorescent jaune qui mettent en valeur justement ce côté négatif ou bien les côtés qui sont plutôt critiqués par l'écrivain, c'est-à-dire la femme superstitieuse, la femme bavarde qui parle des gens, la femme qui ne fait pas ses prières, la femme qui se moque aussi des gens, la femme qui ne peut pas garder le secret, etc. Donc là, c'est une image qui est plutôt négative. Donc la femme suit la voix de son cœur, l'homme suit la raison. Puis vous avez les thèmes contenus dans ce chapitre. Donc là, vous avez le thème de l'amitié, la condition de la femme marocaine, l'abus de pouvoir ou l'injustice, puis le thème du soutien et de solidarité entre les voisins. Donc là, ce sont les thèmes que vous pouvez avoir éventuellement en production écrite. Et voilà donc, vous avez le contenu de ce chapitre 3. Il suffit de lire bien sûr et de relire plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Et voilà donc, à la prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir.